tous, bienvenue sur Monaco Info. Comme tous les mercredis, nous recevrons un invité en fin de journal. Cette fois-ci, nous serons aux côtés du photographe Yann Arthus Bertrand. Mais avant, voici le sommaire. En ouverture de cette édition, nous découvrirons une association qui vient de s'ouvrir aux portes de Monaco. Nous reviendrons sur un périple hors du commun effectué par Vincent Gelot. Nous assisterons à une opération avec des élèves de 8e de la Principauté sur la sauvegarde des requins. Et enfin, nous irons à un rassemblement Porsche qui se déroulait en Principauté. Mais avant de développer ces titres, à l'approche des fêtes de fin d'année, des cadeaux ont été distribués avant l'heure. Tout d'abord, c'est au Palais Princier que les enfants entre 5 et 12 ans se sont retrouvés devant un spectacle. La tradition a été respectée à la lettre avec la fameuse remise de friandises et de jouets offerts par la famille princière. Les résidences Cap Fleury et Aquietou-Dîner organisaient également son arbre de Noël ce mercredi avec sa traditionnelle remise de cadeaux. Vous le voyez sur ces images, le souverain et la princesse Charlène étaient présents pour partager ce moment festif avec les aînés monégasques. Découverte d'une association qui vient de s'ouvrir aux portes de Monaco, créée par un enfant du pays d'origine suédoise. Alors pourquoi cette association a vu le jour il y a quelques mois et surtout quel est son objectif? Élément de réponse dans ce reportage signé Christine Datomel. Elle se nomme Svea, le nom originel de la Suède. Cette petite association, née au mois d'octobre, a pour vocation de rassembler les enfants de la communauté suédoise de la région pour leur enseigner la langue scandinave, certes, mais aussi les coutumes de leur pays d'origine, comme la Sainte-Lucie par exemple, une tradition suédoise fêtée ce soir-là et qui célèbre la lumière. J'ai créé cette école parce qu'il y avait une grosse demande d'enfants issus d'un parent, deux parents suédois et qui ont besoin d'apprendre leur langue maternelle correctement. Moi je suis née à Monaco mais je suis suédoise et mon fils donc ne parle pas suédois. Et on a la chance d'avoir cette école qui a ouvert il y a quelques mois maintenant, qui permet à nos enfants d'apprendre du suédois avec des profs suédoises. On se rend compte qu'il y a plein d'enfants ici à Monaco suédois qui ne parlent pas la langue, où il y a plusieurs niveaux et du coup ça leur apprend la culture. Bon, la culture suédoise, le mien en tous les cas il a l'habitude puisqu'on y va quand même souvent, etc. Mais la langue, j'ai fait l'erreur de ne pas lui parler de tout petit. Donc là, on récupère, mais pour les petits comme ça, c'est génial, parce que je suis sûre que dans 6 mois, elles vont parler couramment. C'est très important d'apprendre la culture en même temps que la langue, hein, parce que l'un, je pense, ne fonctionne pas sans l'autre. Ce soir, et donc, nous fêtons la Sainte-Lucie, qui est une fête ancestrale, on fête la lumière. À la Sainte-Lucie, il y a traditionnellement une jeune fille qui représente la lumière avec une couronne de bougies. C'est la lumière au fond des ténèbres et on chante et c'est la lueur de l'espoir. Voilà. Il y a plein d'autres petits personnages comme ça, un peu mystiques. Svea accueille les enfants à partir de l'âge de 5 ans et jusqu'à l'âge adulte. Et si l'association compte à ce jour une quarantaine d'enfants, l'engouement qu'elle suscite lui promet d'ores et déjà de beaux jours devant elle. Il a réalisé une odyssée hors du commun. Durant 2 ans, Vincent Gelot, âgé d'à peine 20 ans, est parti à la rencontre des chrétiens d'Orient. Une conférence à ce propos était donnée par le jeune homme au Théâtre des Variétés. Christine Datomel revient sur cette extraordinaire aventure. C'est l'histoire d'un périple au cœur d'un monde menacé. Entre 2012 et 2014, parti de France au volant de sa vieille 4L, Vincent Gelot, âgé de 26 ans, a parcouru plus de 60 000 kilomètres pour aller à la rencontre des chrétiens d'Orient dans 22 pays, du Liban à l'Afghanistan, du Yémen à l'Égypte, de l'Iran à l'Irak ou encore de la Jordanie à Israël. Durant 2 ans, il devient le témoin de l'appel à l'aide de ces communautés retranchées, parfois même oubliées et pourtant extrêmement menacées.
La situation des chrétiens d'Orient est différente selon les pays. Le Liban n'est pas la Syrie n'est pas l'Irak n'est pas l'Égypte. Donc chaque pays offre une réalité différente. Alors il y a des souffrances, on connaît les souffrances des chrétiens de Syrie, d'Irak. Faut savoir que quand je fais ce voyage, c'est avant que l'État islamique ne chasse les chrétiens de la plaine de Ninive et de Mossoul. Donc ce sont des régions que je traverse avant qu'ils n'en soient chassés. Il y a aussi beaucoup de beauté, beaucoup de très belles choses parmi ces chrétiens d'Orient. Ce sont des communautés qui sont encore attachées à leur identité à la fois orientale et chrétienne. Et donc ils continuent de vivre, d'espérer en des lendemains plus cléments. Et si ce périple a à tout jamais marqué la vie de Vincent Gello, il a aussi orienté cette destinée, puisqu'aujourd'hui, le jeune homme vit là-bas et est chargé de projets en Syrie, Liban et Jordanie pour l'association L'Œuvre d'Orient. Tout le défi du christianisme se joue en Orient, parce que aimer, pardonner, quand vous souffrez, c'est difficile. Donc d'abord, leur foi est intacte dans le sens où la religion est quelque chose de très fort au Proche-Orient. Elle est presque identitaire, ethnique. On est chrétien et on le reste. C'est un bloc que l'on garde. Maintenant, il est vrai qu'avec la situation que les chrétiens vivent, l'émigration qui déchire la famille, qui déchire les familles, c'est dur. C'est dur de s'accrocher. Et donc dans ce voyage, on voit de tout, mais on voit surtout des communautés, des petites communautés qui au niveau macroéconomique s'accrochent et font ce qu'elles peuvent pour rester sur leur terre. Le pape Saint Jean-Paul II disait que l'Église avait 2 poumons, un en Occident, un en Orient. Et c'est d'autant plus important que nous savons la difficulté, le courage, l'héroïsme parfois de ces chrétiens d'Orient qui veulent garder leur identité, rester sur place. Et c'est aussi un des buts de l'association de faire en sorte qu'ils puissent rester là où ils vivent et nous donner ce témoignage de la ténacité dans leur foi et dans leur identité humaine et chrétienne. Durant 2 ans, Vincent Gello a recueilli à l'abri des regards des témoignages saisissants de ses fidèles, des récits émouvants qui prennent vie dans un recueil et qui nous plongent au cœur du martyre des chrétiens d'Orient. L'opération Silence of the Shark s'est déroulée en octobre dernier en Israël avec la participation artistique des élèves de 8e de la Principauté. Cette semaine, le photographe plongeur est retourné dans les salles de classe pour faire un débriefing aux enfants. Fabien Bonilla vous en dit plus. L'histoire est belle et débute en mai dernier quand Olivier Jude, plongeur et photographe, va à la rencontre des élèves de 8e pour leur proposer un challenge, défendre la cause des requins. Chaque élève va alors faire un dessin en exprimant ce qu'il a sur le cœur pour préserver cette espèce animale. Olivier Jude repartira alors avec 281 dessins pour aller à Eilat en Israël en octobre dernier. Le but, soutenir l'opération Silence of the Sharks à travers un symposium contre la chasse intensive des requins. Une bâche a même été réalisée avec une 50aine de ces chefs-d'œuvre. Des plongeurs monégasques et israéliens sont allés avec cette bâche sur l'épave du Satil en mer Rouge pour immortaliser symboliquement ce travail collectif réalisé par des élèves de la Principauté. Eh bien cette semaine, Olivier Jude vient d'aller à la rencontre de ces jeunes en 7e désormais pour leur démontrer l'importance du travail qu'ils avaient tous symboliquement accompli. C'est la première fois qu'on a un tel élan des jeunes enfants, des jeunes voix d'ambassadeurs pour les requins. Et encore une fois, c'est un exemple qui vient de Monaco et qui est salué dans le monde entier. Dès le jour même de l'immersion, quand on a plongé avec tous ces plongeurs et qu'on a immergé cette bâche pour montrer Monaco Love Sharks, on a vu que les premiers rushs ont été diffusés sur tous les réseaux sociaux instantanément. Et également, la presse israélienne a demandé quels sont l'impact que vous avez fait à Monaco pour pouvoir attirer autant de monde. On dit, mais nous sommes un pays qui est tourné vers la mer, un pays qui est tourné vers l'environnement. Et évidemment, l'enfance, les jeunes ambassadeurs sont notre meilleure voie pour défendre le projet. Parmi les dessins figurant sur cette bâche, certains appartiennent à des élèves de cette classe de l'école de la Condamine. J'ai fait ce dessin pour montrer qu'il y avait un bateau qui pêchait des requins et après il rejetait les requins dans la mer et il prenait juste les ailerons et un requin il tenait un panneau pour dire stop et pour arrêter de tuer les requins parce qu'il faut les défendre après sinon il n'y en aura plus quand on ne sera plus là. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que cette bâche elle est allée avec ton dessin, elle est allée comme ça au fond de l'eau ? Ça me fait beaucoup d'émotions parce que je sais qu'il y a tout le monde qui l'a vu. Je trouve que c'est très beau d'avoir fait ça et que
ça donne envie d'aider. Et pour clore en beauté cette opération, les 281 enfants de la principauté qui ont participé à cette opération ont reçu un certificat d'ambassadeur pour les requins, signé par Sylvia Earle, biologiste marine et exploratrice de renommée internationale, du maire de la ville d'Eilat et du prince Albert II. Parlons automobile tout de suite avec ce rassemblement qui avait lieu la semaine dernière. Le Porsche Club Méditerranée était attendu en principauté pour une balade entre passionnés. Les détails dans ce reportage. Porsche, plus qu'une marque, une légende dans le monde de l'automobile. Le constructeur allemand regroupe bon nombre de passionnés à travers la planète. Depuis 6 années, un rassemblement est organisé tous les 2 ans. Cette fois-ci, c'est en principauté que le club a décidé de poser ses valises le temps d'un week-end. À partir du vendredi, donc comme aujourd'hui par exemple, nous avons organisé un petit repas au grill de l'hôtel de Paris pour ceux qui désiraient. Ce soir, suivi d'un repas à l'Automobile Club de Monaco. Demain, ça sera poursuivi par une petite balade aux alentours de Monaco. C'est le président Jean-Paul Viala qui m'a demandé d'organiser quelque chose. Alors je ne savais pas très bien quoi faire et j'ai eu l'idée d'essayer de promener les gens sur les hauteurs de Monaco pour leur faire voir le panorama tout d'abord, notre belle principauté, et puis leur vanter un peu les charmes aussi de notre pays. Le club 911 Méditerranée a été créé en 1992 par une poignée de passionnés. Un développement précoce lui a valu d'être reconnu et fédéré au Club Porsche de France en 1994 sous le nom de Porsche Club Méditerranée. Il est alors devenu rapidement l'un des plus grands clubs français. Si vous voulez, c'est l'assemblée générale du Porsche Club Méditerranée. Donc Porsche Club Méditerranée, c'est le plus grand club d'Europe de la marque Porsche. On est 610 aujourd'hui et on vient à Monaco pour notre assemblée générale. C'est une piqûre. Hein. Il y en a qui sont amoureux du ski, il y en a qui sont amoureux de chevaux. Et nous c'est vraiment la culture Porsche. C'est comme le mythe Ferrari. C'est un mythe. Les membres du Porsche Club Méditerranée ambitionnent d'organiser un événement encore plus grand en principauté, à l'image du Paradis Porsche de Saint-Tropez, avec plus de 500 voitures d'exception. Vous venez de voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité du mercredi. J'ai à mes côtés le photographe Yann Arthus Bertrand. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Monaco Info. Alors, en 2012, vous avez créé votre fondation Good Planet, qui a notamment lancé ce programme de sensibilisation sur le thème des océans. Est-ce qu'on peut déjà, dans un premier temps, rappeler les missions de la fondation? Alors, c'est comme toutes les fondations, on essaye de faire avancer le monde. Et on a ouvert un lieu à Paris, dans le Bois de Boulogne, avec un château que nous a prêté la ville de Paris et 3 hectares. L'idée, c'est de parler des problèmes de l'écologie, bien sûr. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y en a énormément de choses à parler. L'écroulement, en ce moment, la biodiversité est en train de s'écrouler sous nos pieds, donc on en parle énormément. de parler de ça et aussi de parler d'humanisme, d'humanité. Pas très loin d'ici, vous avez un gars qui fait passer les réfugiés dans la vallée de Roya, là, qui est pour moi quelqu'un, un héros. Et je pense que l'écologie, on ne peut pas l'enlever cette part d'humanité qu'il y a dans l'écologie, parce que et d'être écolo, c'est d'aimer la vie, et c'est aussi d'aimer les animaux, d'aimer les arbres, mais aussi d'aimer les gens. C'est pour ça que à la Fondation Good Planet, on a aussi organisé des conférences avec Mohamed Younous, qui nous parle d'éducation, du microcrédit, on va parler de la pauvreté, on va parler des réfugiés, et on va parler aussi des abeilles. Donc c'est vraiment sur un plan large de regarder la vie avec amour, gentillesse, bienveillance. Voilà, c'est moins de cynisme et moins de scepticisme. Beaucoup de naïveté, beaucoup d'utopie. Et peut-être que c'est l'utopie qui est une vérité prématurée, hein, qui changera le monde. Voilà. On parle beaucoup d'amour et c'est un mot que j'utilise beaucoup aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire. Alors avec le parrainage de l'UNESCO, vous entreprenez finalement de faire un inventaire des plus beaux paysages au monde vus du ciel. D'où est née l'idée de ce projet hors norme? C'était quand il y a l'an 2000 qui arrive, on est tous des photographes à chercher des idées. Donc voilà, c'était parler de la beauté du monde, et ça s'est transformé entièrement par parler de l'impact de l'homme sur la planète. Et ce travail de la Terre vue du ciel a probablement transformé ma vie, parce que j'ai rencontré énormément de scientifiques qui m'ont parlé des problèmes du monde que je ne connaissais pas tout. Beaucoup d'ONG, de gens, je connaissais loin de connaître tout, je n'étais pas un scientifique. Et tous les scientifiques que je rencontrais sur le terrain étaient des gens inquiets, déjà dans les années 90.
Et puis le travail des ONG, le travail incroyable des gens qui sur le terrain s'engagent, donnent, partagent. Et puis aussi la beauté du monde. C'est vrai que j'ai découvert que le monde était quelque chose d'une œuvre d'art. Il n'y a rien de plus beau peut-être que la nature. Il n'y a rien de plus beau qu'un chêne dans un champ, je le dis souvent. Et tout ça a fait que je suis devenu un activiste. Et quand le livre est sorti en 2000, succès incroyable, auquel on n'aurait jamais pensé. On avait imprimé 35 000 livres, on en a vendu 4 millions. Vous pouvez vous imaginer la chance qu'on a eue, c'est un peu comme gagner au loto. Et avec ça, j'ai pu créer ma fondation et de m'engager, puis de faire un peu de télévision. Et puis maintenant, je fais quand même beaucoup de cinéma. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'engage plus sur des problèmes humanitaires. On a fait ce film Human, qu'on va présenter bientôt à moi, ici, je crois, ce soir ou demain. Et puis, je travaille sur un film sur les femmes, voilà, qui s'appelle Woman, qui est un travail qui m'envahit complètement. Et on fait 3000 interviews dans le monde de femmes. Qu'est-ce que c'est d'être une femme dans ce monde d'hommes? Et je peux vous dire que je suis sidéré par le courage des femmes, par le bon sens des femmes. Peut-être que je savais, je ne l'ai peut-être pas encore compris, je suis peut-être un affreux macho. Mais et c'est drôle parce que de faire ce film m'a déjà fait changer d'avis sur ma mère. Je me perçois que je n'ai pas aimé ma mère assez, que je n'ai pas compris que c'était ma mère qui était la clé de ma famille et qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Et sur ma femme, sur mes sœurs. C'est passionnant d'écouter ces femmes parler. Les femmes ont des choses à dire qui ne sont pas la même chose que les hommes. Et aujourd'hui, la parole des femmes se libère d'une façon, on le voit bien, d'une façon incroyable. Et on en profite. Et je fais ce film avec Anastasia Mikova, qui est ma co-réalisatrice. Et on est en plein tournage en ce moment. Voilà. L'environnement est au cœur des priorités du gouvernement princier. J'imagine que de ce fait, vous êtes particulièrement attaché à la principauté et à ses actions notamment. Je ne connais pas très bien la principauté. Je ne suis pas particulièrement attaché à la principauté, mais j'ai beaucoup d'admiration pour votre prince qui fait un travail formidable. Voilà, ça vous va comme réponse. Et je l'aime beaucoup parce qu'il y a très longtemps qu'il s'engage. Et puis c'est une tradition un peu dans la famille. Je ne sais pas si Monaco est un exemple d'écologie, par contre. Voilà. Un mot peut-être pour terminer sur cette conférence justement en principauté, notamment avec des enfants. Est-ce que c'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge? Alors je vais vous dire, c'est ce que je disais très longtemps. J'ai la chance que j'ai même des écoles qui portent mon nom en France. Et dans ma fondation, on a fait des posters qu'on a envoyés dans toutes les écoles de France sur la forêt, sur la biodiversité, sur l'eau, sur qu'est-ce que c'est que le développement durable. Et on prépare cette année une série de posters pour toutes les écoles de France sur les OMD, sur les objectifs des Nations Unies, sur les 17 objectifs, sur la pauvreté, le droit des femmes, la biodiversité, on prépare ça. Maintenant, je vais vous dire avec, comment je peux le dire, avec de l'émotion, c'est que je déteste, on va parler aux enfants. Et c'est terrible de parler aux enfants, d'expliquer, parce que vous avez vu l'appel des 15 000 scientifiques qui était la une du Monde quand même il y a 3 semaines. 15 000 scientifiques, c'était en gros dans le monde comme ça, demain il sera trop tard. En fin de compte, on explique aux enfants un peu qu'on va vers une fin du monde si on continue comme ça, on parle de la 6e extinction, et c'est nous qui en sommes responsables. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions à parler aux enfants, et j'aime plus beaucoup parler de ça aux enfants, parce que je me dis, voilà, je propose aux enfants un monde de demain qui sera compliqué. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais à Hyères, on avait présenté le film Planète Océan à des enfants. Et il y a un petit garçon qui m'a dit, Monsieur Artus Bertrand, les enfants de 13 ans, 16 ans, Monsieur Artus Bertrand, c'est quand la fin du monde? Et c'est vrai que c'est pas qui te touche, moi ça m'a presque blessé qu'il me dise ça. Je dis, mais je ne crois pas à la fin du monde, pourquoi tu me poses cette question? Il m'a dit, mais moi je vois les journaux, j'écoute la télévision, je vois vos films, si on continue comme ça, on va vers la fin du monde. Et j'ai demandé aux enfants, dans la salle, quels sont les enfants qui croyaient à la fin du monde? Eh bien, 60% des bras se sont levés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ados sont très conscients que si on continue comme ça, on va vers un monde difficile et compliqué. Et ils ne sont pas inquiets, parce que nous, on ne l'est pas, mais quand même, c'est quelque chose de... On espère que ça ne sera pas dans notre vie à nous, mais quelque part, si on croit à la science, et si on croit à ce que disent les scientifiques, on va vers un monde très compliqué et difficile, et notre façon de vivre est en train de détruire la planète. Le capitalisme, notre civilisation est en train de détruire la vie sur Terre. Pourquoi? Parce qu'on est, quand je suis né, on était 2 milliards, aujourd'hui on est 7 milliards 400 millions, et notre façon de vivre, cette course à la croissance est en train d'épuiser les ressources de la Terre. Et nous, en plus, on est le 6e pays le plus riche du monde. Donc on est l'exemple de tous les autres pays qui veulent se développer, qui eux peuvent se permettre de développer. Et quand vous êtes un adolescent, que vous vivez au Mali, ou en Éthiopie, vous avez Internet, que tous les gosses ont Internet aujourd'hui, l'Internet est partout, et qui savent très bien ici, en Europe, le salaire, les retraites, on vit dans un paradis. La France est un pays, c'est Sylvain Tesson qui dit, est un paradis où les Français, où les habitants ont l'impression de vivre en enfer. Mais on vit dans un paradis avec les lois sociales. Pas tout le monde, il y a des gens qui peuvent avoir plus, mais beaucoup de gens qui vivent en France sont quand même pas si malheureux que ça.
Et quand vous vivez en Afrique et que vous regardez ce qui se passe, vous vivez dans un pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de service de santé, il n'y a pas d'éducation, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous avez qu'une envie, c'est de venir dans ce paradis qui n'est pas trop loin de chez vous et vous êtes prêt à risquer votre vie pour y aller. Et on aura plus en plus de gens, des gens qui viendront nous voir. Et est-ce qu'on sera capable de mettre notre humanité au-dessus de nos craintes? Ben, c'est le vrai problème et c'est le sujet du film Human qu'on présente ici. Voilà. Je pense qu'il y a une ressource d'empathie naturelle qu'il y a en l'homme qu'il faut qu'on développe encore plus. Voilà. Donc, vous voyez, Libération m'avait appelé le grand nunuche, eh ben, j'assume ça. Yann Arthus-Bertrand, merci beaucoup. C'était un honneur pour Monaco Info. Merci. Je voudrais remercier aussi tous les gens qui m'ont invité ici, beaucoup de bénévolat et toute cette association des ONG qui se donnent du temps et qui donnent du temps et de l'argent pour me faire venir ici. Voilà, pour gratuitement montrer ces films et cette conférence qu'on présente ici. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci aux équipes techniques de Monaco Info. Merci aux Stars & Bars de nous avoir permis de tourner ici. On se quitte sur la météo. Très bonne soirée. La météo pour cette fin de semaine a commencé par jeudi 21 décembre, du beau temps pour ce premier jour d'hiver avec du soleil et des températures fraîches au lever du jour, de 6 degrés le matin à 13 degrés l'après-midi. Vendredi, le maintien d'un temps sec et ensoleillé, compté de 8 à 14 degrés. Samedi, du soleil et quelques nuages. Les températures remontent légèrement. Il fera de 9 à 15 degrés. Dimanche 24 décembre, les nuages côtiers cacheront partiellement le soleil sans grande détérioration. Les températures varieront entre 10 et 15 degrés, ce qui est plutôt agréable pour la saison. Et enfin, pour le début de semaine prochaine, les nuages un peu plus nombreux risquent d'amener un peu de pluie.